J'adore la science-fiction. Mais vraiment, j'adore de fou la science-fiction. C'est vraiment les œuvres que je lis, regarde et joue le plus. J'ai déjà parlé de plusieurs œuvres sur cette chaîne, mais j'ai envie qu'on parle de la science-fiction au global. Qu'est-ce qui la compose? Qu'est-ce qui la rend fascinante? C'est quoi de la bonne science-fiction? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors avant de démarrer le sujet, j'aimerais vous dire merci d'avoir cliqué sur la vidéo et si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire et à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos dans le futur. Et maintenant, on peut partir dans le sujet. Bon déjà, faudrait qu'on définisse ce qu'est de la SF. Cherchons pas très loin et partons de la définition. Genre littéraire et artistique qui décrit un état futur du monde en extrapolant les données de la science ou de la technologie. On en tire quoi de ça? Déjà qu'il y a un rapport fort entre science-fiction et l'évolution de nos connaissances et ce qu'on en fait. C'est d'ailleurs pour cela qu'on attribue souvent la parenté du genre au Frankenstein de Mary Shelley. Bon, il y aurait peut-être des œuvres qui la prédateraient, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je précise seulement au cas où certains voudraient faire les malins en commentaire. Mais ce côté très lié à l'avancement de nos sciences et technologies explique très certainement l'accélération que le genre a connue au XXe siècle et pourquoi il est si prédominant de nos jours. Vu que notre société évolue de plus en plus rapidement sur ces domaines, forcément les possibilités d'extrapolation vont croissant aussi. Après, il faut parler un peu des œuvres qui composent la science-fiction. Parce que je sais pas vous, mais entre Star Wars et le problème à trois corps, il n'y a pas énormément de points communs. Bah ouais, il y a une énorme diversité dans les sous-genres de la science-fiction. Du space opéra à l'anticipation, en passant par l'Uchronie. Il y en a pour tout le monde. Oh et me lancez pas sur tous les sous-genres de punk, bordel, on n'a pas fini. Bon, tout ça pour dire qu'il y a un spectre très large d'œuvres en science-fiction. Que ce soit dans les thématiques, le type d'histoire et les médiums. Il y a des œuvres majeures de SF un peu partout. Tu veux du space opéra? Bien sûr, on va penser à Star Wars au cinéma. Du Mass Effect niveau jeu vidéo. Ou du Legend of Galactic Heroes en animé pour en citer quelques-uns. Tu ne manques jamais d'œuvres en fonction du médium pour chaque sous-genre de SF. Puis on pourra parler de la distinction entre hard SF et soft SF. Mais soyons honnêtes, c'est plus savoir si l'œuvre essaye d'être vraisemblable scientifiquement ou non. Pas grand chose à voir si les œuvres sont qualitatives. Ça donne d'un côté 2001 l'Odyssée de l'espace, où les principes de ce qui relève de la science-fiction est vraisemblable et expliqué. Et de l'autre, par exemple, Doctor Who. But actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Bon, on a fait les présentations globales du genre, maintenant on peut s'interroger sur ce qui fait de la bonne ou de la mauvaise SF. Et là, je sais que certains d'entre vous vont m'attendre au tournant. On a vu que c'était extrêmement large comme genre. Comment on pourrait dégager quelque chose de ça? Voyons voir. Pour l'écriture de cette vidéo, je me suis infligé le visionnage de Battlefield Earth. Et ma foi, je le regrette fort. Souvent cité dans les tops des pires films de science-fiction, je l'ai regardé pour essayer de savoir pourquoi. Mais il y a beaucoup de raisons. Tout d'abord, c'est moche. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et en tant que fan de Doctor Who, ce sera un peu fort de café de ma part de dire que c'est un argument. Mais intéressons-nous plutôt aux prémices de l'œuvre basiquement. Des aliens ont envahi la planète Terre, nous ont défoncé bien fort et ont réduit l'humanité en esclavage pour des réserves d'or qui volent cher dans l'univers. Bon, pourquoi pas? On peut même voir une bribe de messages anticapitalistes et anticolonial dans le film, mais ça reste très en surface. Le principal problème, c'est que ça ne fait aucun putain de sens. Alors je vais pas suranalyser le film, parce que ça impliquerait que je le regarde une ou deux fois de plus, et clairement, j'ai pas la santé mentale pour ces conneries,
Mais entre la résolution qui implique des éléments complètement débiles en termes d'explosion et de radioactivité, et la débilité des envahisseurs extraterrestres qui font que la société exploitatrice sur Terre est complètement à la ramasse, on se retrouve avec une cohérence vis-à-vis des créations liées à la science-fiction extrêmement mise à mal. Je l'ai dit plus tôt, c'est pas la différence entre hard SF et soft SF qui en fait de la bonne cam ou non. Mais regardons cet exemple. Dans le film, les extraterrestres exploitent les humains depuis fort longtemps. Et ils ne comprennent pas les langages l'un de l'autre. Mais des fois, je vois les aliens parler anglais. Mais on va dire que c'est parce que les États-Unis ont la phobie des sous-titres. Mais je vous jure, ils ont littéralement une machine pour apprendre aux humains leur langage. Mais du coup, pourquoi? Quel est le putain de bordel de fuck? Si cette machine existe, elle aurait dû avoir une utilisation plutôt dans ce monde. Ou elle n'aurait pas dû exister du tout. Là, basiquement, ça nous confirme que leur exploitation était sous-optimale. Bref, je m'emporte. Mais bon, on peut dire que c'est bien con tout ça. Mais surtout, on va en ressentir quelque chose. Il existe une machine pour apprendre son langage ou d'autres connaissances à d'autres races. Une société colonialiste a cette machine et ne l'utilise pas. Il y a donc de la science-fiction, mais dans quel but? Qu'est-ce que ça pose comme question sur notre société? Est une invention, mais quelles sont ses applications et conséquences? Absolument rien! Donc ça n'a absolument aucun putain d'intérêt! Bon, maintenant voyons la différence avec une bonne œuvre de science-fiction. Et oui, c'est le moment de vous parler d'un de mes petits chouchous, The Expanse. Alors que ce soit les bouquins ou la série, je vous recommande très fort cet univers. C'est même l'une des premières vidéos de la chaîne. N'hésitez pas, même si ça a certainement un peu vieilli. Alors ma vidéo, pas le chef-d'œuvre. Bon, je vous présente un peu le topo. L'humanité a colonisé le système solaire grâce à l'invention d'un nouveau moteur permettant le voyage spatial. Suite à ça, on peut retrouver 3 grands blocs. La Terre avec la Lune sous l'égide des Nations Unies, Mars qui est devenu une colonie indépendante, et les Ceinturiens, ceux qui vivent dans des stations spatiales exploitées par les 2 autres. Bon, je vais pas revenir sur toute l'œuvre, parce que c'est long, mais je vais devoir spoiler un peu pour étayer mon propos, même si j'essaierai de ne pas rentrer dans les détails. Donc voici un timecode pour éviter tout niveau de spoil, si vous voulez découvrir cette fantastique œuvre que je vous recommande fortement. Vraiment, regardez The Expanse, bordel. Bon, vous avez été prévenus. Dans The Expanse, au-delà de toutes les intrigues politiques et du développement des personnages, se posent plusieurs questions propres à la SF. Et 2 font vraiment tout le cœur du schmilblick. Le voyage spatial et le premier contact. Les 2 sont liés et mon explication risque d'être confuse, mais suivez-moi, vous verrez. Dans un premier temps, on aborde le voyage spatial dans le cercle du système solaire. Le reste étant beaucoup trop éloigné. The Expanse, essayant d'être vraisemblable dans ses explications, on nous explique le fonctionnement du moteur Epstein qui permet de voyager, la physique des vaisseaux dans l'espace ou par exemple ce qu'impliquent ces trajets et comment la société s'articule autour d'eux. Donc à partir d'une invention, on envisage les changements sociétaux autour pour apporter un raisonnement et de la cohérence à l'univers. Et on peut pousser encore plus loin en ajoutant la question du premier contact, entraînant une révolution dans la conception du monde. Bon, déjà, de réaliser qu'on n'est peut-être pas tout seul dans l'univers, et que comprendre une toute autre espèce pourrait s'avérer compliqué. Mais surtout, cet événement entraîne la possibilité du voyage dans d'autres systèmes solaires, à des dizaines de milliers d'années-lumière possiblement. Et bah ça change tout dans l'univers de The Expanse. Déjà, comment on imagine la gestion de ces voyages? Comment on les contrôle pour éviter le sbeul? Qui est le propriétaire de ce moyen de contrôle? Puis ça lance un nouveau mouvement colonial pour trouver de nouvelles planètes habitables. Et je n'en ai pas parlé avant, mais la société martienne est chamboulée par ça. Bah oui, leur objectif depuis l'indépendance vis-à-vis des Nations Unies était de terraformer Mars. Mais à quoi bon si maintenant on peut juste coloniser une autre planète? Et toute cette société martienne perd donc son objectif commun, qui l'unissait et la maintenait en rang. On la voit donc dépérir et se diviser. Oui, on voit un grand changement de paradigme dans l'univers
qui entraînent des changements sociétaux. Bon là, on dirait que je vous dis un peu qu'il faut faire de la SF, faut faire de la bonne SF, mais pas du tout. Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la SF c'est ultra large comme genre. Rappelons-nous d'une œuvre majeure ayant marqué la science-fiction au cinéma par exemple. Alors Star Wars pioche plutôt dans le sous-genre de la space fantasy, qui est lui-même un sous-genre du space opéra. Lui-même un sous-genre de la science-fiction. Oui, me saoulez pas avec les genres et les sous-genres, je vous ai déjà dit, je peux être relou. Il est complètement du côté de la soft SF. Bon, en même temps, quant à des concepts comme la force, qui lui donne son aspect fantasy, on va pas trop à justifier à balle scientifiquement absolument tous les concepts. Mais on a quand même des éléments d'innovation, comme le voyage hyperspatial, les sabres laser, ou les droïdes. Et on imagine un monde, un univers à côté de ces innovations. Ce qu'elles apportent et comment cela s'articule autour. Et vous me direz, c'est pas forcément au centre de l'œuvre. Donc quel est l'intérêt? Et je vous dirais que ça n'a jamais été la question. Le très estimé capitaine du Nexus 6 l'explique très bien dans sa vidéo que je vous encourage à voir. Mais je vais quand même vous faire un topo pour qu'on soit clair. Prenons Heure, c'est de la science-fiction pur jus, de l'intelligence artificielle, réflexion sur le transhumanisme, mais le cœur du film sont les relations romantiques. Il y a d'autres exemples, comme des épisodes de Doctor Who, ou des jeux vidéo où la science-fiction n'est qu'un aspect de l'œuvre. Et science-fiction ne veut pas dire gros vaisseau, laser, piou-piou ou autre joyeuseté qu'on associe trop souvent comme étant LA science-fiction. Non. L'important, c'est qu'un aspect de la vie, de la société, du quotidien, de l'univers, voit une innovation en son sein et qu'on essaye de s'épancher plus ou moins longuement sur ses conséquences. C'est le cadre commun à la science-fiction, qu'elle soit au cœur du récit ou non. Mais du coup, revenons à la question initiale. C'est quoi de la bonne science-fiction? Comment on l'a fait? J'aimerais vous parler d'une citation que j'ai lue et dont je n'arrive pas à retrouver à qui l'attribuer, mais qui résume à peu près ce que je dis plutôt à 2-3 degrés près. Mais si vous savez d'où ça vient, je vous en supplie, dites-moi que j'essaye de le créditer. Imaginons une œuvre de SF qui invente les voitures dans un monde équivalent d'une autre, mais où elles n'existent pas. La mauvaise œuvre de SF pensera à l'essence et aux routes. L'œuvre un peu au-dessus imaginera l'autoroute et les bouchons. Et l'excellente œuvre de SF, quant à elle, imaginera la conséquence des énergies fossiles, comment elle bouleversera la planète, la population, dans son mode de vie, avec les banlieues, le fait qu'elle deviendra indispensable dans les zones rurales, ou même juste le drive pour les fast-food. Après bon, c'est pas une vérité absolue, mais l'idée qu'il faut en retenir, et que j'essaye de vous montrer tout au long de cette vidéo, c'est que la science-fiction est un genre qui a un code majeur, une question qu'il pose. Si on inventait ceci, que se passerait-il? C'est le fait de répondre à ça, et comment on y répond, qui fait une bonne œuvre de science-fiction. Indépendamment d'être une bonne œuvre tout court ou non, c'est ça qui différencie la qualité de l'aspect SF. Là où Battlefield Earth est incohérent dans ce qu'il propose, en plus de rester à la surface de son idée, The Expanse propose de nombreux embranchements dans les conséquences de ces diverses idées. Et même dans les œuvres où ce n'est pas le cœur du propos, la toile de fond permet d'émerveiller et d'enivrer dans son univers tout en proposant certaines possibilités de réflexion. Et donc c'est vraiment ça l'aspect qui pose à part la science-fiction et définit une excellente œuvre du genre. Les meilleures œuvres de science-fiction sont celles qui apportent les réponses les plus poussées et cohérentes, aux et si qu'elles se sont posées. Car c'est en répondant à cette question qu'elle nous amène à remettre en cause notre société. Là, j'ai deux options pour cette vidéo. Finir là-dessus sur un fond du haut noir en mode GD de Saroya, ou continuer sur ce que je viens de dire précédemment. Parler de notre société? Oh non, il va nous parler de politique, je suis sûr. Pas de politique dans ma SF. Bon, t'inquiète pas mon enfant, je vais pas te chanter l'international et faire de la politique en soi, mais il faut bien parler de certaines choses. Je vais pas te faire tout le pitch sur le fait que tout soit politique. J'ai prévu une autre vidéo sur le sujet, donc on va plutôt se garder ça de côté pour le moment. Je l'ai déjà approché via l'idée du « et si », mais se poser la question et pousser cette idée implique des ramifications économiques et sociales. On l'a vu par exemple avec The Expanse et la situation des Martiens.
C'est un excellent exemple, mais allez, disons par exemple, prenons Dune, et ses guerres de pouvoir, la manipulation des croyances du peuple, et le danger des figures messianiques en est un des cas les plus connus. Car les bonnes œuvres de science-fiction ont ce but, de par leurs questions, leurs raisonnements, pour pousser leur idée, elles ont vocation à poser un regard critique sur notre société. Que ce soit la condition humaine via l'utilisation des machines et de l'IA dans Ghost in the Shell, le rapport à l'autre en réfléchissant au premier contact dans Arrival, ou encore même les dérives fascistes dans 1984. Attendez, on me dit dans l'oreillette qu'utiliser 1984 c'est trop facile et que ça te fait passer pour un complotiste et qu'il faut changer. Bon, dommage. Ah, attendez, j'en ai un autre pour trigger les sabres laser les moins lumineux d'une galaxie lointaine très lointaine. Oui, j'en profite pour remettre au clair une connerie que je vois de passer de temps à autre sur les réseaux. Star Wars est politique. Indice sur votre écran, et n'hésitez pas à vous poser des questions sur le régime mis en place par l'empereur Palpatine. Mais c'est un exemple intéressant car même dans ce genre d'œuvre très portée sur le divertissement, on a un commentaire sur la montée du fascisme qui fait écho à notre monde. Vous pourriez me retorquer que ça n'est pas propre à la SF et vous n'auriez pas tort. Mais là où elle est forte, c'est que la SF peut le faire dans des situations parfois impossibles, mais dans un cadre vraisemblable, contrairement à de la fantasy. Je pense que le meilleur exemple reste Black Mirror. Alors je ne rentrerai pas dans les détails, je n'ai vu que quelques épisodes de la série, de toute façon, je n'ai pas besoin d'en raconter les intrigues pour étayer mon propos. Mais, pour une mise en contexte, Black Mirror est une série au format anthologique qui questionne notre rapport à la technologie et la société qui va avec, saupoudrée d'un peu d'horreur. C'est une série qui, dans chaque épisode, prend une innovation fictive créée pour le besoin de l'intrigue, réfléchit à ce que celle-ci pourrait causer comme changement dans notre manière de vivre et quelles pourraient en être les dérives. De la science-fiction, tout ce qu'il y a de plus normal quand on veut être qualitatif. Et ce qui m'a fait tiquer, et pourquoi j'ai eu envie de le prendre comme exemple, c'est une réflexion que j'ai pu voir parfois. Quand on voit une nouvelle législation vis-à-vis d'une nouvelle technologie aux effets concrets et évidents sur la société, on peut observer des commentaires du type « on se croirait dans Black Mirror ». Alors je ne dirais pas que l'on doit prendre ce genre de commentaires au sérieux, loin de là croyez-moi, mais pour moi on peut en tirer quelque chose. La série a eu un impact grâce à la vraisemblance de ce qu'elle raconte. Bien que impossible pour notre époque, ce qui en fait une œuvre de SF réussie et marquante. Et cette vraisemblance, elle a besoin d'un autre aspect, la cohérence. Bon, j'enfonce des portes ouvertes, certes, mais mine de rien, il est difficile de proposer un univers de SF cohérent. On pourrait reparler de Battlefield Earth pour montrer que même en faisant le schmilblick le plus simpliste du monde, on peut avoir des incohérences monstrueuses. La machine à apprendre tout ça, plus l'univers proposé est cohérent, plus il a tendance à captiver le lecteur ou spectateur. Ou le gamer. Prenons l'exemple de Cyberpunk 2077. Bon, petite presse au cas où, mais à la base, Cyberpunk est un jeu de rôle sur table, se passant dans un monde dystopique, plein de technologies, se rapprochant du transhumanisme, tout ça. Dedans existe la ville de Night City, ville indépendante, dans les États-Unis, régie par les corpos, des giga-entreprises qui sont quasi toutes puissantes. Et Cyberpunk 2077 en est une adaptation vidéoludique. Là où j'ai mes griffes vis-à-vis du jeu, on en parlera certainement un jour, il reste une référence en termes d'immersion. Alors oui, c'est pas moche, sauf si tu joues sur PS4 à la sortie. Donc ça aide un peu. Mais c'est surtout la cohérence de l'univers qui fait qu'on est plongé dans Night City. Que ce soit via l'omniprésence des corpos, de leurs produits, du transhumanisme qui a pris une place prépondérante dans la société, ou même sur des questionnements sur ce qu'est vraiment une personne quand on peut stocker toutes ses pensées et souvenirs sur l'équivalent d'une carte SD. Alors certes, c'est entre grosses guillemets assez basique, mais tout le monde de Cyberpunk s'articule autour de tout ça. Alors, assez simplement, prenons les corpos qui sont au cœur de l'univers.
Chacune a ses spécialités, ses membres clés, son historique et ses interactions avec la société en général. Mais il se passe quoi quand t'as des méga corporations à la tête d'une ville? On peut se douter que la lutte contre les inégalités, ça va pas être au top. Et que beaucoup vont rejoindre des gangs pour survivre. Que le crime va être en haute augmentation. Puis dans un monde aussi régi par les technologies de ces corpos, il va y avoir énormément de sécurité autour d'elles. Et quid du pouvoir de ces corpos en dehors de Night City? Sur sa périphérie, ou les États-Unis, eux-mêmes, avec une ville indépendante en son sein. Toutes ces questions sont traitées dans l'univers du jeu de rôle. Et imagées dans Cyberpunk 2077. Ce qui donne une cohérence à l'univers, renforçant sa vraisemblance et répondant à la question « et si ?» en allant plus loin dans sa réflexion, aidé par son iconification. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore sur la science-fiction. Comment en faire et surtout en faire bien. La diversité de ses thèmes, de ses médiums, de ses représentations. Mais c'est un sujet aussi vaste que les multitudes de galaxies composant notre univers. Mais si je devais résumer ce qui fait le point fort de la science-fiction, c'est qu'à partir de n'importe quel point de départ, l'on peut voyager dans un tout nouveau paradigme de société. Et c'est en proposant cette bonne question, avec ses multiples réponses, sa cohérence et sa vraisemblance, que l'on arrive à projeter sur notre société, sur nos valeurs, sur ces univers parfois si proches, parfois si différents. Et cette projection, c'est ce qui fait une grande œuvre de science-fiction. Car comme elle imprègne ses réflexions en nous, parfois inconsciemment, on n'oublie jamais vraiment. Merci de m'avoir écouté sur ce sujet de la science-fiction et de comment on en fait de la qualitative. J'espère avoir été clair, je suis très preneur de retours en commentaire, et aussi n'hésitez pas à me parler d'œuvres du genre que vous adorez. Je suis très curieux. J'ai pas tant parlé d'œuvres littéraires car moins facile à illustrer, mais je suis très gourmand de bouquins, donc n'hésitez pas à recommander. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ma part, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.